Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on explore l'anatomie du système musculaire pour comprendre son rôle essentiel dans notre quotidien. Donc, les muscles qui sont les moteurs de notre corps, que ce soit pour courir, sourire ou même respirer, ils sont impliqués dans chacun de nos mouvements. Mais comment sont-ils organisés et quels sont leurs différents types et fonctions? Dans cette vidéo, on plonge dans l'anatomie de ce système. Donc, vos muscles représentent près de la moitié du poids du corps. Le tissu musculaire se classe en trois types distincts. Premièrement, squelettique, comme vous voyez ici. Deuxièmement, cardiaque, ici. Et troisièmement, lisse, ici. Et dans le corps humain, chaque type de tissu musculaire possède une structure unique ainsi qu'un rôle spécifique. Donc, premièrement, le muscle squelettique déplace les os. D'autres structures aussi. Par contre, le muscle cardiaque contracte le cœur afin que celui-ci pompe le sang, et le tissu musculaire lisse qui constitue des organes tels que l'estomac, par exemple ici, ou la vessie, change de forme afin de faciliter les fonctions corporelles. Donc, vous trouviez ici davantage d'informations concernant la structure et la fonction de chaque type de tissu musculaire présent dans le corps humain. Et maintenant, on va commencer par le muscle squelettique. Donc, le corps humain possède plus de 600 muscles squelettiques. Et comme vous voyez ici, on a plusieurs niveaux d'organisation, allant du muscle entier jusqu'aux unités microscopiques responsables de la contraction. Donc, le tissu musculaire squelettique est composé de longues cellules portant le nom de fibres musculaires. Voici ici la structure des fibres musculaires, bien sûr, qui composent les cellules musculaires ou myocytes, c'est-à-dire l'ensemble des unités de base du muscle, entourées par l'endomysium. Il contient plusieurs noyaux et des myofibrilles. Donc, on va bien voir ces termes-là. Les fibres musculaires sont organisées en faisceaux alimentés par des vaisseaux sanguins. Et voici les vaisseaux sanguins. Donc, chaque fibre musculaire est alimentée par des petits vaisseaux sanguins, ici, pour bien assurer l'apport en oxygène et en nutriments nécessaires à la contraction musculaire et la récupération. Et bien sûr, chaque fibre musculaire est énervée par des neurones moteurs en couleur jaune, comme vous voyez ici. Donc, un neurone moteur est l'ensemble des fibres musculaires qui l'énervent, forment une unité motrice, c'est-à-dire que un seul neurone moteur contrôle
comme vous voyez ici, un fibre musculaire ou un seul fibre musculaire, mais un neurone moteur peut contrôler aussi plusieurs fibres musculaires. Et c'est ça la relation entre les neurones et les fibres musculaires. Et après, on va voir les jonctions neuromusculaires, les neurotransmissions, aussi comment contrôler la contraction. Lorsqu'un groupe des fibres musculaires est regroupé en une unité au sein du muscle entier, on parle de fascicule, qui est, comme vous voyez ici, une structure intermédiaire dans l'organisation du muscle squelettique, c'est-à-dire elle est constituée de plusieurs fibres musculaires regroupées ensemble. Donc, chaque fascicule est entouré par une couche de tissu conjonctif appelée périmédium qui protège et soutient les fibres musculaires tout en permettant le passage des vaisseaux sanguins et des nerfs, bien sûr. Maintenant, on va passer aux muscles lisses. Donc, les parois de nombreux organes humains se contractent et se relâchent automatiquement, bien sûr grâce aux muscles lisses. Donc, contrairement aux muscles squelettiques, ces muscles lisses fonctionnent de manière involontaire, sans contrôle conscient. Donc, le tissu musculaire lisse se trouve dans les parois des organes creux, situés dans l'ensemble du corps. Comme vous voyez ici, on a plusieurs exemples d'organes avec contraction automatique. Par exemple, le tube digestif, l'œsophage, l'estomac, les intestins, c'est-à-dire les péristaltismes pour la digestion. On a aussi les vaisseaux sanguins avec la vasoconstriction et vasodilatation, bien sûr, pour réguler la pression sanguine. On a aussi le tractus respiratoire ou les voies respiratoires pour bien sûr l'ajustement du diamètre des bronches. On a la vessie par la contraction pour l'évacuation des urines. On a l'utérus pour la contraction ou les contractions lors de l'accouchement. Donc, ces muscles-là, ils sont contrôlés par le système nerveux autonome, sympathique et parasympathique, c'est-à-dire que les contractions des muscles lisses sont des mouvements involontaires déclenchés par des impulsions se déplaçant par le biais du système nerveux autonome et atteignant le tissu musculaire lisse. Donc, leur contraction, bien sûr, est plus lente que celle des muscles squelettiques, mais plus soutenue. Aussi, ils réagissent à des signaux chimiques, c'est-à-dire des hormones, comme par exemple l'adrénaline et nerveux. Donc, c'est grâce à ces contractions automatiques des muscles lisses que de nombreuses fonctions vitales sont assurées en permanence. La disposition des cellules au sein du tissu musculaire lisse permet la contraction et la relaxation avec une grande élasticité. Bien sûr, si on prend l'exemple de l'œil, les muscles de l'iris se contractent pour ajuster la taille de la pupille à la lumière. Et maintenant, on va passer aux muscles cardiaques.
Donc, le muscle cardiaque se contracte en réponse aux signaux issus du système de conduction cardiaque. Donc, ce muscle cardiaque au myocarde est un muscle unique qui assure la contraction du cœur pour pomper le sang dans tout le corps. Il possède des caractéristiques spécifiques qui le différencient des muscles squelettiques et lisses. Et bien sûr, on va voir ces caractéristiques-là. Donc, la paroi du cœur est composée de 3 couches. Et ce qui est important, c'est de savoir la couche intermédiaire, c'est-à-dire le myocarde, qui est responsable de l'action de pompage du cœur. Comme vous voyez ici, c'est ça, le myocarde. Et c'est la couche musculaire du cœur la plus épaisse. Elle est constituée de cellules musculaires cardiaques, des myocytes responsables de la contraction du cœur. C'est cette couche qui permet le pompage, qu'on a déjà dit, du sang à travers le cœur et les vaisseaux sanguins. On a aussi l'épicarde ou péricarde viscéral et aussi l'endocarde. Mais ce qui est important de savoir, le myocarde comme étant la couche intermédiaire ou la couche principale du cœur. Donc le muscle cardiaque que l'on trouve uniquement dans le myocarde se contracte en réponse aux signaux émis par le système de conduction cardiaque pour faire battre le cœur, c'est-à-dire qu'il fonctionne grâce à des influx électriques qui déclenchent des contractions coordonnées des oreillettes et des ventricules. Il se contracte environ 100 000 fois par jour sans jamais arrêter, donc pour assurer la circulation du sang, permettant l'apport d'oxygène et de nutriments aux organes, et aussi pour maintenir une pression artérielle stable, pour irriguer tous les tissus du corps. Aussi, il s'adapte aux besoins de l'organisme en ajustant sa fréquence et sa force de contraction. Maintenant, on va voir l'ensemble des descriptions des muscles squelettiques, c'est-à-dire les études des sites de fixation et aussi des actions des muscles squelettiques. Donc, pour les sites de fixation, les muscles squelettiques se fixent à un os ou parfois à d'autres muscles ou tissus au niveau de 2 endroits ou plus, c'est-à-dire que ces sites de fixation d'un muscle squelettique se réfèrent aux endroits, comme vous voyez ici, où le muscle est attaché à des structures osseuses permettant la transmission de la force générée par la contraction musculaire. Donc ces sites sont divisés en 2 catégories. On a l'origine et l'insertion. Donc, si l'endroit en question est un os qui reste immobile pendant une action, le site de fixation prend le nom d'origine. Donc, le terme essentiel ici, c'est immobile, c'est-à-dire que le point de fixation, comme vous voyez ici, du muscle sur un os, c'est ça le point de fixation du muscle sur un os, qui est bien sûr fixe, donc l'os est fixe ici, ou relativement peu mobile, c'est-à-dire immobile. Donc l'origine est souvent située plus près du tronc ou de la ligne médiane du corps.
Par exemple, ici, le biceps brachial, c'est-à-dire l'origine se trouve sur l'omoplate scapula. Et deuxièmement, si l'endroit se trouve sur l'os qui bouge pendant l'action, donc le site de fixation s'appelle alors insertion. Donc, comme vous voyez ici, c'est le point de fixation du muscle sur un os maintenant mobile qui se déplace lorsque le muscle se contracte. Donc, par exemple, le biceps brachial, ici, l'insertion est sur le radius de l'avant-bras, comme vous voyez ici. Donc, cette fixation est sur un os mobile et l'insertion, bien sûr, se trouve généralement plus éloignée du tronc. Donc, c'est plus loin du tronc, comme vous voyez ici. Par exemple, les origines, ils sont plus proches au tronc. Donc, en général, on va dire que lorsque le muscle se contracte, il tire sur l'insertion, provoquant ainsi le mouvement de l'os auquel elle est attachée, tandis que l'origine reste relativement fixe. Par exemple, lors de la flexion du bras, le biceps se contracte et attire l'avant-bras, bien sûr, vers le haut. Donc, ces deux points de fixation, soit l'origine ou l'insertion, ils permettent au muscle de produire une force qui crée le mouvement des membres et des autres parties du corps. Maintenant, on va voir les agonistes ou protagonistes, c'est la même chose, et aussi les antagonistes, donc qui désignent des termes utilisés pour décrire les relations fonctionnelles entre les muscles lors d'un mouvement. Maintenant, on va voir la relation entre muscle et non pas muscle et os, c'est-à-dire dans l'explication des origines ou insertions. Maintenant, on va voir la relation entre deux muscles. Et ce qui est important, c'est de savoir le protagoniste, comme on a déjà dit parfois appelé agoniste, et le muscle fournissant la force principale d'une action. Donc, on prend ici l'exemple pour mieux comprendre. Dans une flexion du bras ou du coude, comme pour un curl biceps ici, le biceps brachial et on a aussi ici le triceps brachial. Donc, le biceps brachial est l'agoniste car c'est lui qui se contracte pour lever l'avant-bras, comme vous voyez ici. Donc, ce sont les muscles qui réalisent l'action principale. L'agoniste est le muscle qui exerce la force nécessaire pour effectuer ce mouvement qui est flexion du coude. Par contre, l'antagoniste qui s'oppose à l'action de l'agoniste et travaille de manière à freiner ou contrôler le mouvement effectué, par exemple au niveau de triceps brachial. Par contre, l'extension du coude ou du bras, on voit ici que l'agoniste, c'est le triceps brachial. Et bien sûr, l'antagoniste, c'est le biceps brachial. Donc, le muscle antagoniste se trouve en opposition au protagoniste parce qu'il fournit une certaine résistance
et ou inverse un mouvement donné. Donc, je vais répéter. Dans la flexion du coude ou du bras, le triceps brachial agit comme antagoniste, car il s'étire pour permettre la contraction du biceps et aussi de freiner l'action. Lors de l'extension du coude ou du bras, retour à la position initiale, comme vous voyez ici, le triceps devient l'agoniste et le biceps devient l'antagoniste. Donc le protagoniste et l'antagoniste vont souvent de pair des côtés opposés d'une articulation et le rôle de protagoniste-antagoniste permute lorsque le mouvement s'inverse. Donc, comment les os du squelette humain bougent-ils? Ce qui est important ici, c'est de savoir que les muscles squelettiques se contractent et se relâchent pour mouvoir mécaniquement le corps. Donc, les messages émis par le système nerveux provoquent ces contractions musculaires et l'intégralité du processus porte le nom de mécanisme de la contraction musculaire. Ce mécanisme peut être synthétisé en 3 étapes. Premièrement, un message provenant du système nerveux atteint le système musculaire, déclenchant des réactions chimiques. 2. Ces réactions chimiques entraînent la réorganisation des fibres musculaires d'une manière qui raccourcit le muscle, donc c'est la contraction. Et lorsque le signal issu du système nerveux n'est plus présent, donc le processus chimique s'inverse et les fibres musculaires reprennent leur emplacement d'origine, donc le muscle se relâche. La contraction musculaire débute lorsque le système nerveux génère un signal. Bien sûr, qui est transmis jusqu'aux fibres musculaires pour initier le processus de contraction musculaire. Et voici comment cela se déroule étape par étape. Donc, premièrement, la génération de signal nerveux, c'est-à-dire que le signal commence dans le cerveau ou dans la moelle épinière qui envoie un potentiel d'action, signal électrique à un neurone moteur. Donc ce signal voyage le long de l'axone du neurone moteur jusqu'à la jonction neuromusculaire, c'est-à-dire la zone de contact entre le neurone et la fibre musculaire. De la transmission du signal à la fibre musculaire, c'est-à-dire que le neurone moteur libère un neurotransmetteur appelé l'acétylcholine dans la jonction neuromusculaire et l'acétylcholine traverse l'espace synaptique et se fixe sur des récepteurs situés sur la membrane de la fibre musculaire, sarcolème. 3. Dépolarisation de la membrane musculaire, c'est-à-dire que lorsque l'acétylcholine se lie au récepteur, cela déclenche une dépolarisation de la membrane musculaire, créant un potentiel d'action dans la fibre musculaire. Ce potentiel d'action se propage le long de sarcolème et pénètre à l'intérieur de la fibre musculaire par les tubules T. La libération du calcium, c'est-à-dire que l'influx du système nerveux dans les tubules T déclenche la libération du calcium à partir du réticulum sarcoplasmique, une structure qui entoure les myofibrilles. Donc le calcium est essentiel pour la contraction car il permet l'interaction entre les filaments d'actine et de myosine, les protéines contractiles principales du muscle.
Pour la contraction musculaire, le calcium se lie à la troponine, une protéine située sur l'actine, ce qui permet aux tropomyosines de se déplacer et de libérer les sites de liaison sur l'actine pour la myosine. Donc la myosine, avec l'énergie fournie par l'ATP, se fixe sur l'actine et tire dessus, provoquant ainsi le glissement des filaments d'actine et de myosine, donc ce qui raccourcit la fibre musculaire, c'est-à-dire la contraction. 6. Relâchement musculaire. Lorsque le signal nerveux cesse, le calcium est pompé de retour dans le réticulum sarcoplasmique, ce qui provoque le relâchement de la contraction, et les fibres musculaires se relâchent lorsque la myosine se détache de l'actine et que les filaments retournent à leur position repos. Donc, en résumé, la contraction musculaire est un processus complexe déclenché par un signal nerveux qui aboutit à l'interaction entre l'actine et la myosine, permettant la réduction de la longueur de la fibre musculaire et donc le mouvement. Donc, le signal est une impulsion portant le nom de potentiel d'action, s'achemine par le biais d'un type de cellule nerveuse appelée neurone moteur. Donc, le terme jonction neuromusculaire désigne l'endroit où le neurone moteur atteint une cellule musculaire et le tissu des muscles squelettiques est composé de cellules appelées fibres musculaires. Donc, lorsque le signal émis par le système nerveux atteint la jonction neuromusculaire, un message chimique est libéré par le neurone moteur. Donc, ce message chimique, un neurotransmetteur du nom d'acétylcholine, se lie à des récepteurs situés à l'extérieur de la fibre musculaire. Cela initie une réaction chimique au sein du muscle.